tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Une fin d'année euphorique à l'image de la grande ferveur qui s'était emparée de tout un peuple le lendemain de l'élection de Patrice Talon. Pour bien des analystes, les Béninois devront attendre, au meilleur des cas, la dernière année du quinquennat de l'actuel locataire du Palais de la Marina pour y avoir droit à espérer enfin 2016. L'ambiance euphorique n'aura été qu'un vœu pieux. Pas plus à espérer en 2017, 2018, voire 2019, quoi qu'annoncer cette année-là comme une année de prospérité. Et chacune de ces fins d'année, mesdames, messieurs, aura pratiquement été vécue dans la douleur des poches trop pas séchées et du panier de la ménagère désespérément vide. Des moments d'épreuve qui manifestement n'étaient pas à l'agenda du chef d'État béninois. Face aux plaintes enregistrées quelques mois seulement après son investiture, on se rappelle son appel de Parakou en novembre 2016, invitant le peuple à serrer la ceinture et à prendre patience le temps que le repas soit prêt. Inexorablement, le quinquennat tire à sa fin, mais la table à manger reste, dit-on, toujours dégarnie et les convives salivent en main. Vibrant appel de Parakou sous le régime Talon. 4 ans après, la symbolique de la ceinture, quel résultat? Le débat, mesdames, messieurs, c'est dans un instant. Ce sera avec un analyste économique et en principe avec un politique. Le politique, Gilles Rondolo, il est membre fondateur du bloc républicain BR. On vient de l'apprendre, l'homme ne pourra pas être des nôtres. Quelques contraintes de dernière minute. On espère, mesdames, messieurs, le retrouver très bientôt pour ce même thème, car la réalité est là, un peu pertinente, pour mieux comprendre ce qui se joue. On voit bien l'autorisé proche de la gouvernance actuelle pour nous aider à mieux comprendre les méandres de ces pics posés, mais qui visiblement ne portent pas encore leurs fruits. Mais pour le plateau, puisqu'il faut bien le tenir, notre collègue, confrère, oui, collègue, le Temesa, Landry Salanon, a bien accepté combler ce vide, le vide créé par l'absence de Gilles Rondolo. Donc Landry Salanon nous accompagnera. Landry Salanon, bonjour. Bonjour, Joël. Et merci d'aider à tenir ce rendez-vous avec nos téléspectateurs. Plaisir partagé, c'est un devoir. Ah oui, en face de lui, comme je le disais, un analyste économique, c'est Kazmik Pidio, qui a accepté de nous accompagner sur ce dossier un peu pertinent, un peu de données économiques, vous comprenez. Donc journaliste, analyste économique, il est le directeur de publication de Nouvelle Économie. Kazmik Pidio, bonjour. Bonjour Joël Yetondu, bonjour chers téléspectateurs. Et merci d'accepter cet exercice un peu délicat. C'est un devoir chaque fois renouvelé. Merci bien. Austérité et baisse du pouvoir d'achat du contribuable béninois, mesdames, messieurs, c'était là les maîtres mots de la gouvernance Talon, quelques mois seulement après la prise des rênes du pays. Le chantier des réformes venait à peine d'être ouvert. Avec, on se le rappelle, ces casses qui ont fait beaucoup couler à chèque d'encre et de salive. Mais 4 ans après, on a comme l'impression qu'austérité et baisse de pouvoir d'achat sont encore bien d'actualité. Je vais me retourner d'abord vers le spécialiste des questions économiques, Kazmik Pidio. C'est une vue de l'esprit quand on parle d'austérité, presque pendant ces 4 ans, ou une réalité des faits. C'est pas une vue de l'esprit, excusez du peu, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité économique. Et je peux donner les chiffres. Vous savez, le taux d'inflation, c'est pas des meilleurs au Bénin. Le taux de misère, pour ne pas dire le taux de pauvreté, ça oscille les 70%. Le taux de chômage, ça grimpe. Nous sommes au-delà donc de 72%. Des chiffres réels? Des chiffres réels de l'Institut national de la statistique, l'INSAE, c'est des chiffres réels. Et la misère, ça évolue. Mais ce que les dirigeants nous servent, c'est le taux de croissance, monsieur Joël, qui est autour de 6% pour 2019 et certainement 7% pour 2020. C'est ce qu'on nous explique. C'est un budget faramineux de 1986 milliards qu'on nous miroite, mais qu'on ne voit rien dans nos assiettes. Et je crois que c'est l'une des raisons pour lesquelles notre invité a préféré donc répondre. Non, oui, s'il vous plaît, pour l'instant. Parce qu'aujourd'hui, excusez, il n'y a pas de résultats. Ces messieurs ne peuvent pas venir nous présenter des résultats ici. Non. Ils viendront que nous présenter des réformes. Pour l'instant, donc je dis, ce n'est pas un mirage. Descendez dans les rues de Cotonou. Au-delà,
allez dans les campagnes et vous allez comprendre. Hier, nous étions à 2 repas et demi par jour. Hier, c'est pas hier, lundi. Nous étions à 2 repas et demi par jour, dont un copieux. Les Béninois mangeaient tout au moins un repas copieux par jour. Aujourd'hui, le seul repas est difficilement prenable pour les Béninois. C'est pas moi qui... On revient même sur le gari, des données pour apprécier, Joël, avec votre permission. Même le gari, Oui. même le gari, qui est le repas de subsistance, le repas de la soudure, le repas que tout le monde avait. Vous voulez dire que c'est difficile de l'avoir? Ça tourne autour de 350, voire 400 francs à Cotonou. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Je vais recueillir l'avis de Landry Salanon, qui est aussi de la masse, un observateur très investi des questions d'actualité sociopolitique. Son regard, oui, ça compte, citoyen d'abord, mais ensuite, quand je le disais, un observateur. Landry Salanon, oui, on parle de morosité, fierté de la vie, épanouie de la ménagère. Avez-vous vraiment l'impression que tout ce temps, les données sont restées telles quelles, de ce point de vue? Bon, écoutez, pour moi, ce n'est pas une impression, c'est une réalité. Donc, je n'ai pas l'impression. Non, c'est pas une impression. C'est ce que nous vivons depuis 2016. J'avoue, on dira peut-être que ce n'est pas forcément nouveau, mais ça s'est aggravé. Ça, c'est une réalité. Vous savez, le minimum, sur lequel on peut s'entendre, quelles que soient nos divergences politiques, c'est quand même... disons, cette petite reconnaissance qu'on peut avoir. Donc, quand vous l'extrapolez, vous dites autre chose. Quand les Béninois, les gens vous regardent, on dit, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que ces personnes disent? Donc, je dis, ce n'est pas une impression. Pour moi, c'est une réalité, c'est une certitude. Nous vivons la situation. C'est de l'austérité, baisse du pouvoir d'achat. Ça s'est aggravé davantage depuis 2016. La misère dans certaines familles et hausse des sollicitations désormais. Je le disais, je crois, il y a un instant, si peut-être il y a 3 ans, c'est 2 ou 3 personnes qui vous disaient, Joël, aidez-moi pour telle personne, c'est que vous avez peut-être aujourd'hui puissance 10, c'est multiplié par 10 ou. Ce qui est davantage inquiétant, c'est quoi? C'est que c'est parfois ce que les gens vous demandent qui vous fait frémir. Qu'est-ce que ça dit? Oui, c'est c'est-à-dire, qu'on vous demande. demandez-moi, je vous demande peut-être 500 francs, c'est pas 200 francs, juste pour manger peut-être. C'est 500 euros ou... Non, je parle de francs CFA sur la question. Et si vous permettez rapidement, je vous raconte cette petite histoire. Oui. Vous savez, j'étais à un endroit un jour, il y a une année, avec un ami, où on bavardait, où il y a quand même d'autres amis aussi qui étaient venus. Et il y avait une dame parmi elles qui se tordait de douleur viscérale. Alors finalement, en partant, j'ai l'ami qui dit, est-ce que tu as peut-être 1000 ou 2000 francs qu'on puisse pouvoir l'aider? Alors je remets les fonds. Et ce que je constate, c'est qu'elle se dirige directement vers celles qui font des dames parents juste pour faire des emplettes, c'est-à-dire c'est acheter telle ou telle chose pour aller faire la cuisine. Et à moi de poser la question à mon ami, mais je croyais que les douleurs dont elle se plaignait, c'était peut-être une maladie. Et il me dit non, qu'elle n'a pas mangé depuis le matin. Il sonnait 18h, joli et tondu. Je suis d'accord, le mois n'est pas illustratif, c'est-à-dire on peut dire forcément les exemples que vous donnez ne globalisent pas tout. Je suis forcément d'accord sur la question, mais ce sont des exemples que vous pouvez multiplier par 1000, peut-être aujourd'hui au Bénin, ou par 100, je ne sais pas quoi, qui montrent et qui prouvent davantage la suffisance que ce que nous vivons, notamment du citoyen ordinaire, parce que nous sommes de la masse, vous l'avez dit, ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce n'est pas du tout reluisant. Et dans le même temps, on a aussi un peu cette impression que le monde est un peu divisé aujourd'hui en deux. Je parle du Bénin. Vous avez d'un côté ceux qui sont de l'élite, c'est-à-dire qui ne vont jamais à la pompe, c'est-à-dire ne connaissent pas l'argent de l'essence, c'est-à-dire on va toujours leur remplir les réservoirs. Ils ont des tickets de valeur, comme le dit à la pompe, de façon véritablement qui déborde. Et vous avez même certains qui ne connaissent pas le prix du litre de l'essence. J'ai un jour une autorité qui me dit, mais l'essence est à combien? J'ai dit, mais vous ne connaissez pas, on est autour de 800. Elle dit, qu'elle ne connaît pas, excusez-moi. Alors donc, j'évoque juste quelques exemples pour dire, c'est la situation est réelle, ça n'est pas une impression jolie et tout dit, et que dans le même temps, voilà, c'est un peu comme une certaine bipolarisation de la vie où vous avez certains qui sont bien nantis, qui ne voient pas, autrement dit, ce qui se passe ici en bas, et c'est notre devoir de leur dire, même s'il faut semblant de ne pas forcément savoir ce qui se passe en bas. Oui, la situation amène à des interrogations. Pourquoi a-t-on l'impression que ça ne bouge pas? Pourquoi tant d'austérité? Au départ, le chef de l'État, à la vérité, l'a rappelé. Ah oui, le pays dont l'homme héritait. Pour rappeler même le témoignage, déclaration qu'on n'oublierait pas de sitôt, d'une figure, pas des moindres de la République, l'ancien président de l'Assemblée nationale,
Le pays que Patrice Talon héritait était alors fracassé, marginalisé. Je vous fais économie du reste. Tout était à bâtir. Alors Patrice Talon, face à ces grincements de dents de ces populations, avait à leur demander aux siens de patienter. Mais mieux, d'accepter serrer la ceinture. Donc, un exercice de sacrifice collectif. C'était là, en 2016. Casimir Pédior, le sens de sacrifice demandé par le chef de l'État. Au regard des données qui existent, peut-on dire que les Béninois ont manqué de répondre à cet appel de sacrifice? Un exercice pour comprendre pourquoi on en est encore à ce résultat d'austérité. Non, ce n'est pas les Béninois qui ont manqué de répondre, mais c'est plutôt lui et son système de gouvernance qui ont manqué de stratégie pour pouvoir fructifier, pour pouvoir donc multiplier le pain, beaucoup de pain et beaucoup de vin pour nourrir le peuple. Ils sont incapables de le faire parce qu'au départ, ils sont venus avec des réformes. Pensaient-ils que c'était des réformes? Mais c'est beaucoup plus des mesures d'austérité. On n'était pas dans un pays du moins, dans une situation de crise. Le Bénin n'était pas en crise. Donc, on ne peut pas venir dire de serrer les ceintures. On ne sortait pas de la guerre. On ne sortait pas d'une situation. Donc, vous ne pouvez pas. Économiquement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. Lorsque les analystes ont pris ces données pour mettre dans leur laboratoire, ils ont compris que ce qui veut nous arriver, c'est plutôt une crise. Vous allez comprendre. En novembre 2016, il dit serrer les ceintures, alors qu'on n'avait aucune situation chaotique. Mais force est de constater qu'en 2019, il va à Yokohama pour aller signer des accords d'importation de riz, de don de riz. Mais ça, vous comprenez ça comment? Il a dit tout à l'heure, je suis d'accord avec lui, le moi n'est pas illustratif, mais il y a aussi le nous, la signature de cet accord pour que le Japon nous envoie des riz. C'est un signe qui annonce que nous sommes dans une situation de crise alimentaire, que nous n'arrivons plus à faire face. Est-ce qu'on n'allait pas là un peu vite en besogne? Pourquoi on est allé au Japon, si je ne dois pas aller en besogne, pourquoi on est allé au Japon demander du riz? Ils sont allés signer. Quand ils sont allés à Yokohama, après 2 ou 3 semaines ou 1 mois, ils sont retournés là-bas signer l'accord de convoyage du riz au Bénin. Alors, qu'est-ce qui peut amener? C'est pour faire de l'asphaltage, c'est pour mettre ça sur les bitumes qu'on est allé chercher du riz. Donc, c'est des signes. Et au-delà de ça, rentrer aujourd'hui dans les ménages. Rentrer dans les ménages. Le panier de la ménagère, Joël Yetonji, c'est dégradé. C'est dégradé. C'est dégradé en ce sens que les dépenses ont augmenté. Parce que le panier de la ménagère, c'est sur 2 volets. Il y a les dépenses et il y a les recettes. Le salaire de monsieur, de madame, les petits à côté, tout ce qu'ils font. Alors, les dépenses augmentent. Parce que tous les jours, les dépenses augmentent. La connexion Internet, l'électricité, l'eau, la facture de ci et de ça, ça a augmenté au niveau donc du panier. Mais de l'autre côté, au lieu que les recettes, c'est-à-dire le salaire augmente, non, on a plutôt assisté à une dégradation de la masse salariale au Bénin. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas du tout moi. Dégradation de la masse salariale. Il y a pas d'abattage, non? Il y a abattage, il y a compression, il y a renvoi. Aujourd'hui, on a compressé les gens. Il y a des sociétés qui ont fermé, que ce soit dans le public ou dans le privé. On a dérouté des personnes. Des autorités aujourd'hui ne vivent plus. Que ce soit sur le sol ou à l'international, ils ne vivent plus. Je peux en citer des cas qui aujourd'hui sont en exil. Mais nous n'en sommes pas encore là. Donc, il y a que cette situation aujourd'hui a un impact négatif sur le panier de la ménagère. Au même moment que les dépenses sont donc exorbitantes, vous avez une masse salariale qui ne vient plus. La conséquence, c'est ce que nous vivons. Et aujourd'hui, on a du plaisir à voir des Béninois. Je vous dis, il a dit, moi je vais citer des cas. La police républicaine. Non, pas des noms, mais des cas, j'ai dit. La police républicaine, j'ai plein d'amis. Vous savez, quand vous venez sur un plateau comme Sika TV International, vous venez avec tout le luxe qui entoure ça. Les gens pensent forcément que vous vivez aussi sur le milliard ou bien que vous avez un parrain économique. Et vous appelle, quand vous descendez, c'est des coups de fil. Il a dit, hier peut-être c'est 2 ou 3 appels nous recevons, mais aujourd'hui c'est une dizaine d'appels vous recevez. Des gens pour vous demander 500 francs CFA.
Des gens qui, sur leur moto, des policiers ont quitté, avec armes au dos, ont quitté le service et n'ont pas de l'essence dans leur moto. Ça peut arriver. Ça ne peut pas arriver. Une panne sèche? Non, ça ne peut pas arriver, Joël. Mais ils gagnent quoi? Si vous gagnez aujourd'hui moins de 100 000 francs à Cotonou, vous ne pouvez pas y vivre. Kazmi, est-ce qu'il ne vous est jamais arrivé d'être surpris vous-même Je ne parle pas de la surprise. La surprise, ça c'était hier, 2 ou 3, je l'ai dit tantôt. Mais aujourd'hui, à longueur de semaine, à longueur du mois, vous n'avez que des sollicitations d'aide. Non, c'est pas possible. Je parlais de l'appel du chef de l'État. Le pays que l'homme avait hérité, il n'y a pas que lui qui a fait le constat. Il y a d'autres voies. Il fallait relancer beaucoup de leviers. Le chef de l'État avait alors passé à l'acte. Le chantier était ouvert, le chantier des réformes. L'appel était au sens de sacrifice. Quand on parle de cette symbolique de ceinture, qu'est-ce qui n'a pas marché d'après vous? Les Béninois ont-ils vraiment accompagné le mouvement? L'appel du chef de l'État a-t-il été entendu? Non, écoutez, l'appel ou ce qu'on demandait à nos compatriotes aux Béninois, c'était de dire c'est la patience, autrement dit. Donc les Béninois n'avaient pas forcément à être dans l'action. Le gouvernement est venu avec un programme, vous l'exécutez. Peut-être si nous avons peut-être des mouvements de grève qu'on faisait, ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir peut-être la patience. Encore que, je revenais tout à l'heure sur tous ces aspects. Je crois que l'une des erreurs importantes du chef de l'État quand il est venu au début du quinquennat, ça a été la mauvaise perception de dire en 5 ans je peux régler toutes ces situations. Barack Obama en 8 ans, Joël Yetonji, il a réglé 3 choses essentielles. La question de la sécurité, il a pu abattre Osama Ben Laden qu'il a mis à sa disposition. La question de l'économie et sa situation d'assurance maladie, ça a été 3 choses essentielles en 8 ans pour un programme. Alors ce qui est essentiel quand vous avez un quinquennat de 5 ans, quand on vient, ce n'est pas d'avoir une perception de dire je peux régler beaucoup de choses. Il n'y avait seulement que 2 choses sur lesquelles le chef de l'État pouvait et le gouvernement pouvaient donc agir et ça pouvait aider beaucoup de Béninois. Et il a d'ailleurs commencé la question d'avoir de l'électricité. C'était quand même, il y avait une amélioration, il faut quand même reconnaître par rapport à la situation qu'on vivait par le passé. C'est vrai, il y avait une amélioration. À ça, il fallait peut-être ajouter la question de l'eau et permettre aux Béninois d'avoir le minimum et de manger. Si sur ces 3 aspects uniquement, je pense que si le gouvernement accentuait ses efforts, on aurait réglé la même situation. Donc la grosse erreur a été de dire, mais on sait quand je veux régler beaucoup de choses. Et vous voyez, Joël Yetonji, regardez un peu la méthode depuis 2016. Quand le chef de l'État est arrivé, oui, la méthode qui est venue, c'est d'abord Sonapro à liquider, ONASA à liquider, compression, suppression des primes. Alors là, quand vous avez, comment dit-on, c'est ce que j'appelle une chirurgie sans anesthésie, c'est-à-dire que c'est un peu comme ce citoyen qui est habitué à prendre 10 baguettes de cigarettes par jour. Et vous, le psychologue, je ne sais pas, vous venez le lendemain, vous dites, je te donne une baguette. Il fait une dépression, il meurt 3 jours après. Parce que l'organisme n'est pas habitué à ça. C'est la même chose quand vous avez des réformes. C'est quand même des hommes. Et la différence, c'est quoi? Quand vous avez des animaux, je vais les dire, peut-être à 18 h, vous les avez éduqués en disant en cage, vous les voyez simplement s'exécuter. Mais si ce sont des hommes, vous pouvez dire en cage, mais il ne va pas. Donc, j'ai aussi, et l'autre erreur aussi, c'était de voir les règles que peut-être nous appliquons dans le privé, nous pourrons rapidement les transposer. Les objets ne sont pas les mêmes. Là-bas, c'est le privé, la recherche du profit ici, c'est le bien-être du peuple. Donc, au-delà d'abord de cette perception mauvaise que le chef de l'État a eue, on a commencé d'ailleurs avec les réformes que les Béninois n'ont pas supportées. Et c'est normal. Et cette perception qui consiste aussi à dire non, parce que vous avez vu, au départ, on disait non, c'est parce qu'ils sont habitués à de l'argent facile. Et je me disais, cet argument ne pouvait pas résister 6 mois après. Parce que 6 mois après, vous n'allez quand même pas continuer à dire non, c'est parce que, oui, c'est ce que Gouni Yahi a laissé ou pas, qui nous amène dans cette situation. Ça ne pouvait donc pas résister. Et je disais la perception qu'on avait en disant oui, ils étaient habitués à de l'argent facile. C'est faux. Je vais lui étonner pourquoi. Parce que Yahi Boni ne distribue pas de l'argent. Il ne prend pas l'hélicoptère de l'État, je ne sais pas, pour distribuer de l'argent partout. Mais les mécanismes étaient mis de telle sorte que, je ne dis pas que tout est bon sur la place. Mais il y avait quand même un mécanisme où on soufflait dans le peuple. Donc, le peuple n'a pas été habitué. Il y avait une certaine pression sur le peuple. Vous ne pouvez pas supporter. C'est comme un enfant aussi que vous prenez, je ne vais peut-être pas abuser des exemples, je vais lui dire, et qui n'est pas habitué à un repas, mais vous le forcez à prendre. Qu'est-ce qu'il fait? Il ravale. C'est-à-dire qu'il ressort tout de sa dent. Mélange d'objets, confusion d'objets, c'est-à-dire on s'est dit non, c'est quand je peux rapidement aller, oui, pour pouvoir supporter. Et c'est pour ça, quand le chef de l'État a commencé à constater que les récriminations étaient trop, le 11 novembre à Parakou, au cours de sa tournée en 2016,
il a été obligé de dire, je veux inviter mes compatriotes à serrer davantage la ceinture. Oui, on était prêts, sauf que après cette déclaration, on pensait peut-être qu'on amorcerait au bout d'un an ou bien de 2 ans la descente, comme on le dit, avec, comment dit-on, d'autres mesures. Mais ce n'est pas venu, et je finirai sur cette prise de parole avec l'exemple avec cet opérateur économique avec lequel j'ai échangé. Parce que quand le chef de l'État est venu, Patrice Talon, il dit non, je vais payer la dette intérieure qui était de 300 milliards. Ah, mais c'était une bonne nouvelle, je lui ai dit. Pourquoi? Parce que comment l'économie tourne? Vous avez peut-être un prestataire qu'on paye, il paiera, disons, ses créanciers aussi, le tailleur trouvera bien à manger, madame préparera une bonne sauce à la maison, on paiera la scolarité, les enseignants seront donc payés, mais c'est comme ça que l'économie tourne. Alors moi, j'avais espéré, à la suite de cette déclaration, comment dit-on, que si le chef de l'État fait, il relance donc l'économie à l'interne. Mais ça n'a pas été le cas. Interrogez les opérateurs économiques que vous avez. Certains sont payés, mais la plupart, pour certains, même pour de petites sommes, ils ne l'ont pas. Donc, ça a dégradé davantage la situation. Je voudrais simplement dire, les Béninois ont joué leur rôle, ils ont patienté. On les a même forcés à patienter avec des règles qui sont mises en place. Mais je crois que c'est la méthode au niveau de l'exécutif qui n'a pas fonctionné. Kazmi Pedjo, est-ce que vous diriez la même chose en parlant des données concrètes existantes, que la notion de ceinture acérée, le peuple, bon an, mal an, a essayé de suivre le mouvement, mais c'est l'exploitation qu'on en a fait qui a posé problème? Et avant, je tiens à dire à Landry, mais il a fait une très belle lecture, non seulement économique, mais également sociale, donc de la situation. Vous savez, il a donné des indicateurs qui aujourd'hui sautent à l'œil. Le chef de l'État est venu avant le 6 avril. Il a fait une déclaration chez lui à la maison. Il s'en souvient très bien. Il a dit 300 milliards, qu'il va éponger ça en une prise. C'est là, j'ai déjà dit sur un plateau de télé, là nous sommes dans une situation inconfortable. Parce que cette équipe ne maîtrise rien en ce qui concerne la dette publique. À l'époque, nous étions à près de 750 milliards de dettes publiques. Et dans aucun système au monde, le seul pays qui n'a pas de dette au monde, qui n'avait pas de dette, c'était la Libye. Sinon, tous les pays, même les États-Unis, c'est la première puissance en termes économiques, mais c'est le pays le plus endetté. En Afrique, c'est l'Égypte. Allez chercher. Mais lui dit, il va éponger tout ça. Je dis, waouh, ça, il ne maîtrise absolument rien des finances publiques. Parce que aucun chef d'État ne peut dire ça. Aucun chef d'État ne peut dire ça. Donc, sur ça, déjà, moi, j'ai pris mes gardes, je dis, ça, il y aura de la matière pour donc, enfin... Et lorsque l'appel de Paraquet est intervenu, alors, quand l'appel de Paraquet est venu, je dis confirmation. J'ai dit confirmation. Ça, c'est terminé pour ce pays. Et voilà là où nous en sommes. 2019, il va chercher du riz au Japon. 2019, avant 2019, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis 2016? Ils ont tout pris. De façon méthodique, s'il vous plaît, de façon méthodique, est-ce que le peuple a joué sa partition? Le concept de sacrifice à travers l'allégorie de la ceinture acérée, est-ce qu'on peut dire qu'au fond, chaque composante de la société a joué sa partition? Maintenant, à quel niveau ça n'a pas marché? Et si on doit revoir les paradigmes, que faudra-t-il faire? Non, il ne revient pas au peuple de serrer les ceintures. Il revient aux dirigeants de serrer les ceintures. Comment ça? Allez demander au FMI, au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Quand ils opèrent, ils font des recommandations. Quand ils font donc leur mission, ils finissent, ils demandent à l'État de réduire le train de vie, son train de vie, de serrer les ceintures, de revoir leur manière de fonctionner. Vous pensez que ce n'est pas le cas? Mais aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. On a serré les ceintures au peuple, là où il fallait normalement irriguer, comme il a dit, il a un mécanisme hier qui irriguait le système, qui apportait de l'argent, de l'eau dans le champ. Ils sont venus, ils ont estipé le système, ils ont détruit, ils ont coupé ce système-là. Mais en lieu et place, qu'est-ce que vous proposez? Non, eux plutôt, ils se sont taillés la patte du lion. C'est aujourd'hui, vous avez dans le pays... Qu'est-ce que ça signifie? C'est aujourd'hui, par exemple, vous avez un groupuscule d'individus qui mangent. Il y a même des individus aujourd'hui, il y a une minorité qui achète depuis la Tour Eiffel leur repas. Et ça vient pas une compagnie. C'est pas un débat. C'est de ça il s'agit. Si vous avez les moyens qui vous refusent d'acheter, de faire des achats depuis la Tour Eiffel. Vous avez par exemple des députés qui sont juste suppléants, mais qui ont des primes. Vous voulez dire que le train de vie au niveau des autorités
vous avez faramineux, c'est ça? avez serré au niveau de la masse laborieuse des travailleurs, vous avez dégraissé, vous avez comprimé les choses, vous avez fait des abattements sur les salaires, vous avez réduit au niveau de la police républicaine, les primes ont été supprimés, tout ça. Vous avez dit aux messieurs, écoutez, c'est la nouvelle donne désormais. Mais au même moment, vous ouvrez la vanne de votre côté. Vous augmentez les prix. Des ministres sont aujourd'hui à 15 millions de francs CFA le mois. Vous en avez la preuve. J'ai la preuve. Et ils le savent. J'ai discuté avec l'ex-préfet d'un département qui a confirmé qu'il était à 5 millions le mois. Non, ça, c'est un secret de Mais c'est un secret de polichinelle. Et mieux, bientôt, je vais publier la liste de la masse salariale au niveau de la fonction publique. Nous avons fini les études avec les coopérants qui sont au Bénin et il y a une liste qui est sortie. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons les partenaires techniques et financiers qui suivent de très près l'évolution de l'administration. Vous permettez rapidement sur la question, j'aimerais avoir rapidement la réaction de votre vis-à-vis avant de vous revenir. Oui, Landry Salanon, est-ce que vraiment la notion de sacrifice n'aura pas été collectivement suivie? Oui, justement, moi je crois qu'il y a au niveau de l'exécutif, du sommet de l'État, en tout cas, vous savez, tout l'État au-delà de l'exécutif, il y a les clébés, les affamés, en tout cas ceux qui sont dans de bonnes grâces. Parfois vous avez des gens qui n'ont pas de fonction mais qui sont grassement payés. Je crois quand même que ce n'est que le peuple qui sait la ceinture. Je donne juste 2 exemples. Le premier, c'est de dire, on a toujours réclamé par exemple au ministre de publier le salaire. On ne l'a pas jusqu'à présent, mais pourquoi? Je l'ai dit. Ce sont des ministres, c'est-à-dire ils sont au service. Le ministère, c'est un service que vous rendez. Et ils sont payés sur la base des impôts des compatriotes, des contribuables. Mais pourquoi on ne peut pas connaître le salaire des ministres de la République? C'est un drame. Et personne ne trouve la fiche de paie. Vous cherchez, non. Et vous avez des informations comme ça, voilà, que vous ne pouvez forcément pas confirmer. Il y a des chiffres parfois comme vous. Moi, j'ai même eu des informations qui sont au-delà des chiffres officiels qu'on avance, par exemple. Mais vous n'avez pas la preuve tangible. Mais pourquoi il y a cette opacité au-delà de ça? Je suis d'accord avec Azmi, au moins pour les préfets, ça fait 5 millions. Moi, sur un plateau, Toboula me l'a confirmé, il a dit clairement. Mais il a pris le soin de détailler. Frais de renseignement, 2 500 000, il a donné tous ces détails. Et l'un des arguments que donne l'exécutif aujourd'hui, qui ne convainc pas, vous savez, c'est de dire, non, pas le passé, vous savez, au-delà de ce qu'on leur payait de façon dérisoire, c'est qu'ils détournaient, ils corrompaient. Mais qu'est-ce qui vous a dit qu'aujourd'hui ça a changé? On n'en a pas la preuve. Donc, de la même la manière... criette, non, pas du tout. Non, écoutez, pas du tout. Vous savez, ça dissuade, ça fait peur. Oui, ça dissuade, mais arrêtez, je vois les temps. Vous êtes à une fonction, à une fonction publique, même s'il y a une difficulté d'avancer des événements. Donc oui, parce que dans le même temps, quand on dit, puisque je peux aussi opposer à ceux qui disent, non, il détournait, j'ai dit, mais quelle est la juridiction qui a jamais prononcé une condamnation? Donc de la même manière, quand vous le dites, vous soupçonnez les autres, rien ne dit, par exemple, qu'aujourd'hui, ça a totalement diminué. On vous confie des ministères. Donc, pourquoi on entretient cette opacité, par exemple, sur les salaires? C'est un drame, c'est dangereux pour la République. Et depuis 2016, on réclame, personne n'a les résultats. Mais je voudrais dire sur cet aspect, je vais dire, l'État, le pouvoir d'État, c'est le pouvoir d'État, c'est une rotation. Et demain ne nous appartient pas. Donc ça va tellement tourner. Et ceux peut-être qui payent les salaires, c'est quand même des gens de l'administration. Donc ils connaissent les chiffres, donc on le saura tôt ou tard un jour. Et si éventuellement il y avait des infractions, je ne sais pas, des impairs qui étaient donc commis, chacun répondra devant les actes comme là. Donc je voudrais conclure sur la question en disant, il n'y a pas eu, comment dit-on, serrer la ceinture des deux côtés. Oui, le peuple l'a fait, mais ce n'est pas une impression ici, je l'affirme également. On ne l'a pas. Sinon, pourquoi il ne nous clarifie pas simplement? Au-delà de ça, je voudrais ajouter, par exemple, vous avez le contrat du PVI, par exemple, le contrat qui lie l'État, le port du Bénin au port d'Anvers, vous l'avez. À la SBE, vous les avez. On ne les a pas, mais pourquoi? Alors qu'on a des conventions au niveau régional qui opposent, par exemple, la clarté et la transparence dans la gestion des affaires publiques. Donc, le seul fait qu'il y ait opacité, cachotterie, il y a quand même soupçon quelque part. Sinon, montrez les noms. Voilà. En tout cas, le peuple attend toujours qu'on pourra enfin pousser ce haut feu de soulagement. Des sacrifices, avez-vous tous semblé dit, il y en a eu au niveau du peuple. Vous parlez de fermeture d'entreprises, d'abattement, de suppression de primes. Alors, tout ceci, en principe, c'est pour permettre à la caisse de l'État de mieux se porter. Quand on a fini, techniquement, de mener ces luttes et de les remporter, comment se fait-il que ceci n'arrive pas à impacter
le quotidien, techniquement, je veux dire, le quotidien des Béninois? Merci beaucoup. Et j'irai droit. C'est dans la durée? J'irai droit dans les finances pour vous l'expliquer. Vous savez, pour développer un pays, on n'a pas que besoin des recettes. Les recettes ne suffisent pas pour développer un pays. Donc vous avez besoin des apports intérieurs et extérieurs, d'où la dette, la notion de la dette. On a besoin des emprunts, on a besoin de ci et de ça. Le Bénin fait des emprunts. Vous allez comprendre. Alors, au-delà de la dette, il y a ce qu'on appelle les IDE, investissements directs étrangers. Patrice Talon le sait. Vous savez, c'est la capacité des Béninois à aller chercher les investisseurs à l'étranger. Et ceci passe d'abord par le bon climat des affaires. Ça passe d'abord par l'apaisement social, économique et politique. On ne l'a pas. Donc, aucun investisseur ne va mettre son argent dans ce qui ne marche pas. Puis, qu'est-ce que vous avez dans ce qui ne marche pas? Les affaires sont tournent au Bénin. Oui, mais du jour au lendemain, je peux aller directement à l'exemple. Hein. La dernière fois, on a flanqué un nouveau contrat à une société de ciment. On a actualisé, on a révisé le contrat autrement. Et tout ce qu'on lui avait donné, on a tout arraché et on va lui faire des redressements. C'est ce que j'appelle le climat des affaires n'est pas favorable. Dans les normes, ça ne devrait pas se passer ainsi, c'est cela? Il y a une autre société que j'ai envie de citer, Kadiaf Common. On a coupé tout, on les a chassés. C'est des entreprises locaux. Mais c'est des messieurs qui sont dans des grands groupes, tels que JLR à l'international. C'est des messieurs qui font venir des investisseurs, que ce soit nigérians, que ce soit de l'autre côté de la Méditerranée. Ils font venir. Vous avez quelqu'un comme Sativi, qui est allé faire des prêts, qui a bâti un foncier, on les a déroutés, ils sont tous partis. Vous avez quelqu'un comme Pouné, aujourd'hui il a plié bagage, il n'existe pratiquement plus. On peut en citer un au bas de l'échelle. Tous ceux-là, ce sont des investisseurs, on les appelle des investisseurs. C'est eux qui irriguent le système économique, c'est eux qui apportent de l'eau au moulin. Mais lui, quand ils sont venus, ils ont pensé qu'ils avaient toute cette puissance-là pour pouvoir irriguer le système. C'est faux, c'est leur erreur. Ils ont pensé qu'à eux seuls, ils peuvent financer. Non. Donc, je disais, il y a les IDE, les investissements directs étrangers. Donc, lorsque vous avez tous ces harmonies-là, vous avez des investisseurs nouveaux qui viennent accompagner l'État. On n'a plus ça, on n'a plus les IDE. Deuxième niveau, les emprunts. Plus, ou bien ça se fait un peu rare? Ça ne vient plus. Ah bon? Ça ne vient plus. Ça ne vient plus. Et je vais citer des exemples. Il y a une banque d'investissement. Merci de ne pas préciser le nom. Merci. Qui aujourd'hui a fermé ses agences au pays. Une banque française. Vous le dites, mais il y a d'autres banques qui s'implantent aussi. Telles que vous n'en trouverez pas. De nom. Alors, après les IDE, je l'ai dit, il y a la dette publique. Aujourd'hui, depuis le premier trimestre 2019, où cette boutade que mon journal a lancée a pris corps, le gouvernement n'est plus jamais allé sur le marché domestique chercher de l'argent. Jusqu'à la fin de l'année, ils ont boudé leur quotidien sur le marché boursier. La conséquence, c'est quoi? Ils sont allés chercher 328 milliards seulement pour toute l'année 2019. Vous voulez irriguer le système financier comment? En le faisant. Maintenant, on va chercher de l'argent pour payer les salaires. On va chercher de l'argent pour le fonctionnement domestique. Quand est-ce que vous allez véritablement travailler, avoir de la plus-value, ce qu'on appelle dans le langage facile les bénéfices, et payer? Parce que c'est avec les bénéfices, Monsieur Joël, vous payez vos ardoises. Maintenant, vous prenez les financements pour aller payer le fonctionnement. Vous allez vous étouffer. Et je l'ai dit sur un plateau. Le pire, c'est en 2019. Et nous sommes dans le pire. Maintenant, je vais dire aux Béninois, maintenant, là, le chaos même, le véritable chaos va commencer à partir de 2020. Parce qu'on n'a plus la confiance des partenaires techniques et financiers. Tous ceux, hier, qui faisaient confiance sont partis, surtout avec le renvoi du diplomate. L'Union européenne va prendre des sanctions diplomatiques et économiques. Vous avez suivi l'État, s'il vous plaît. L'État a rectifié un peu. Je n'ai jamais dit que c'est faux. Un problème de langage. Mais les efforts sont en cours, les autorités, pour faire revenir de l'ordre. Avec le Nigeria aussi. On revient vers vous. On revient vers vous, oui. Voilà, vous demandez est-ce que forcément les effets ont suivi par rapport à ce qu'ils font. Vous savez, moi, toujours dans tout ce que je dis, je prends les faits, les propos et je les confronte à la réalité. Oui. Au départ, quand on demandait au Bénin de patienter, qu'il y avait des récriminations, les réponses des proches de l'exécutif, c'était de dire non, nous faisons les études d'abord. Et vous savez, les études prennent du temps, il faut étudier pour les routes.
On dit d'accord. Bon, prenez un peu du temps. 2 ans après, on dit, c'est toujours les études. Disent, non, vous savez, le changement, chercher de l'argent, ce n'est pas facile, c'est de faire ci, et ensuite j'ai dit, vous commencez à revenir un peu à la réalité. Il y a un ancien ministre du gouvernement avec qui un jour j'échangeais, qui m'a dit, mais exécutez juste un projet, monsieur Salanon, même en 5 ans, parfois, vous ne pouvez même pas le faire. J'ai dit, pourquoi? Il dit non. Rédaction d'abord du projet, recherche de financement, accord, je ne sais de quoi, il a trouvé une expression là, de validation de comptant. Il dit pratiquement, vous finissez déjà les 5 années avant de le dire. Donc, une fois encore, je reviens un peu à la carte de départ, je vais en disant que la perception en disant, en 5 ans, je peux régler tout ça, a été une erreur. Mais l'exécutif avait l'occasion de se corriger. Parce qu'il y avait quand même... Non, 2 ans après, quand même, l'exécutif avait ce moyen quand même de se rattraper. Parce que ce n'est pas faute quand même de l'évoquer, de dire attention, la gouvernance, ce que nous faisons, ça ne devrait forcément pas nous amener au développement. Donc les effets n'ont pas suivi, c'est-à-dire on a patienté pour les études. C'est vrai, on a démarré l'asphaltage, quelques rues de, comment dit-on, les grandes villes, oui, ils ont commencé sur la question. Donc, vous avez beaucoup de travaux aujourd'hui qui sont donc en arrêt. Mais le vrai problème, et c'est pourquoi je dis, est-ce qu'il y a un problème de diagnostic qui se pose aussi? Je n'ai pas l'impression. De quoi souffrent aujourd'hui les Béninois? Excusez-moi, ce n'est pas les routes, non! De quoi ils souffrent? Mais les messieurs ne mangent pas à Joël Yetonji. Et vous leur dites que vous construisez une route. Il y a quand même une question de priorité par rapport à ce qu'on dit. On a manqué de faire les bonnes options. Et des bonnes options. J'ai dit, mais je vous disais au départ tout à l'heure, si le gouvernement s'accentuait sur l'électricité, l'eau, et les gens arrivaient quand même à manger, puis les autres faisaient. Je vous assure par rapport à la gouvernance. Donc, une fois encore, pendant que les gens crient, on n'a pas le repas, on dit qu'on le fait asphaltage. C'est ce qu'on a répondu à Soglo en 80. Est-ce que c'est pavé qu'on va manger? Je rappelle d'ailleurs que les pavés existent depuis le 4e siècle à Rome, l'Ancassa. Donc, c'est pour dire qu'il y a aussi une question, comment dit-on, de priorité par rapport. Est-ce que les exécutifs ne savent pas ce dont souffrent les Béninois? Ce n'est pas asphaltage ce qu'on est en train de faire. Et la conséquence, je voudrais terminer à ce niveau, je vais étonner, c'est quoi? C'est que les personnes, parfois, vous êtes exécutif, peut-être vous n'avez pas les gens, mais il y a certains compatriotes qui vous amènent du souffle. Quels sont les opérateurs économiques qui sont encore aujourd'hui au pays? Javon n'est pas là, Sachivi n'est pas là, il a parlé de beaucoup d'exemples. Et vous avez aussi beaucoup d'autres petits employés ou contributeurs qui sont partis, dont on ne cite forcément pas les noms, mais qui apportent quand même une certaine marge. Vous avez Glo aussi qui est parti, Troisième Fortune de Nigeria, Adenugou qui est aussi parti. Mais quand on fait tout ça là, c'est que dans le même temps, vous vous dites que non, j'ai, comment dit-on, une solution, un plan B pour pouvoir régler la situation. Le plan B, c'est quoi, Joël Tony? C'est qu'on n'observe pas qui est donc, comment dit-on, un plan B. Et le plan B, c'est-à-dire l'intention, bien la volonté même de trouver des plans, d'autres solutions, c'est davantage aggravé avec la démocratie qui est totalement ruinée depuis 2016. 3 tentatives avant de réviser la Constitution, vous voyez. Question que nous avons avec le diplomate expulsé. Oui, que vous dites, je ne sais pas. Non, je rappelle l'expression du gouvernement. Oui. Bon, et voilà. Diplomate à qui on a retiré l'agrément. Voilà. D'accord. L'expression de l'autre. Voilà, bon, en tout cas, je l'emprunte. Et maintenant, le Nigeria, de qui nous dépendons, 202 millions d'habitants, produit un intérieur brut de la CEDEA auprès de 62 ou 70%. De qui nous dépendons, ferme également ses frontières depuis 4 mois. Écoutez, on aurait bien voulu avoir sur ce plateau en représentant une porte-voix de l'autorité, mais tout de même, vous avez suivi l'autorité. Pour l'instant, les voix officielles disent que la fermeture, c'est vrai, ça crée des désagréments, mais ça n'impacte pas l'économie béninoise. Officiellement, c'est ce qui est dit. La déclaration de l'honorable Jidas Agonkan, vous savez, qui a fait le buzz ces derniers jours, vous savez, il a rectifié, il dit que lui n'a jamais dit que ça n'a aucun impact et que, est-ce que vous pensez le dire? Mais les gens disent, mais dites-nous l'honorable ce que vous avez dit, mais bon, je n'ai pas eu de réponse jusqu'à présent. Donc c'est dit parfois aussi que non, on ne peut pas le dire. C'est quand même simple, je vais étonner. Vous tirez de l'argent d'une source et on ferme la source pendant 4 mois. Et vous dites que ça n'a aucun impact sur vous. Même l'enfant, vous n'avez pas besoin de faire HCE, c'est-à-dire école de commerce à Paris pour le savoir. C'est basique, on le sait. Et une fois encore, c'est comme une femme en état. Vous ne pouvez pas le cacher tout le moment, tout le temps. Ça sortira, quel que soit. Donc, et ce qui nous préoccupe, ce n'est pas qu'on se réjouit de la situation, mais c'est de dire, mais si vous ne parlez pas de ce dont vous souffrez, comment est-ce qu'on peut vous aider à le faire? Alors, Kasmi, la grosse interrogation désormais, on fait comment pour que ce souffle qui semble manquer et cet appel pressant des populations puisse vraiment avoir un répondant et qu'on puisse fêter quand même dans la grande ferveur? C'est important. Il faut qu'on rouvre
le SICFIP au Béninois. Il faut que le marché... C'est toujours fermé? Non, c'est ouvert, mais à des groupes de Béninois, à des individus. Maintenant, il faut que la concurrence, la compétition s'ouvre. C'est ce que je veux dire. Il faut que le ministère de l'économie et des finances soit mis à la disposition des Béninois. Il faut que les entreprises, les PME, les PMI aillent à la compétition, aillent chercher les bons de commande pour exécuter les marchés. Il ne faut plus que ce soit l'autre groupe qui a mangé juste là, qui continue pas à exercer. Donc, véritablement, lancer la compétition. Premier niveau, il faut irriguer à nouveau le système, quoi. Il faut ramener l'argent, mais de l'argent propre. Parce que hier, ils nous ont dit que c'était de l'argent sale. Il faut maintenant que les choses soient officielles, qu'on lance les choses. Deuxième niveau, il faut maintenant trouver, je ne sais pas si c'est un amnistie second, pour faire venir les opérateurs économiques de l'autre côté, les apaiser. Vous savez, on n'a pas péché, mais on a fauté par ignorance. Aujourd'hui, on a compris. Revenez, on va travailler ensemble. Les Libanais sont partis, hein. Les Indo-Pakistanais sont partis. Tout le monde est parti. Il faut commencer par ramener les locaux d'abord, les apaiser, qu'ils reprennent leurs entreprises, qu'ils rouvrent et qu'ils commencent par travailler. Vous allez voir, de façon naturelle, le système va commencer par s'irriguer de lui-même. Ce n'est pas l'homme qui irrigue, c'est un système naturel. Il y a un troisième as. Il y a un troisième as. Lequel? Il faut qu'on soit sincère. Il faut qu'on soit sincère. Que l'hypocrisie cesse d'habiter le Béninois. Travaillons. Oui, le thème, les Béninois le comprennent à ce sens-là. Okay. Je ne veux pas le détailler, sinon je risque d'écorcher les sensibilités. Merci de ne pas écorcher les sensibilités. Qu'on soit sincère envers nous-mêmes. Personne n'a péché au Bénin. Personne n'a péché contre personne. Ce n'est l'argent de personne. Ce n'est l'argent de personne, c'est notre argent. Et donc, laissez les gens travailler, la sincérité. Et dans la sincérité, vous allez retrouver la politique, vous allez retrouver le social, vous allez retrouver tout. Et que cette jeunesse soit véritablement mise à contribution. Qu'on cesse d'envoyer les jeunes en prison pour se faire former, pour le gangstérisme. On envoie tous les jeunes aujourd'hui en prison. Pour un oui, pour un non, pour une image du chef. Mais c'est Casby, on envoie les jeunes. Oui, Landry Salanon, l'heure a des propositions. Oui, je ne voudrais pas paraître trop pessimiste, mais j'ai plus grand espoir pour un an et demi qui, je ne sais pas, un an, quelques mois pour la fin du quinquennat. J'ai plus grand espoir qu'on puisse forcément changer les choses, mais on peut tenter de remettre un peu les trucs en place. Et quand vous mettez en place une solution, c'est-à-dire vous dites je vous arrache telle chose, c'est que vous devez quand même avoir la réponse de dire je remplace sur la question. Alors quand le chef de l'État fait partie, ou bien dans ces conditions, les opérateurs, les compatriotes, les gros là sont partis, là, quelle est la pièce de rechange? On n'a pas, je vous l'ai dit. Mais dès qu'on n'a pas, avec ce que nous avons, le Nigeria qui s'est aggravé, comment vous allez trouver de l'argent pour le faire? C'est impossible. Donc, le diagnostic est connu. La solution est là, mais j'ai l'impression que c'est la volonté d'application, le manque d'application de la solution qui est. Donc, d'abord, pensez quand même à ces opérateurs. Moi, je ne parle pas forcément des gros bonnets. C'est vrai, on insiste beaucoup sur eux. Mais vous avez beaucoup d'autres compatriotes qui finançaient, mais qui sont partis, qui sont dans l'anonymat. Il faut penser quand même à trouver des mesures, rassurer ces personnes pour pouvoir venir. Dans la même situation, 10 jours de grève, ce n'est pas la solution sur la question. Il y a des lois qui sont votées dans cette manière, qui sont dissuasives, mais qui ne sont pas efficientes. Parce qu'à un moment donné, vous voyez que finalement, je vais faire conclusion, le temps est parti. Je finirai simplement en disant au chef de l'État et à tous les exécutifs, nous n'avons rien fait en donnant 65% au président de la République. C'est pour espérer l'amélioration de nos conditions de vie. Le gouvernement, dans ses actions, doit faire la différence entre ceux à qui il a à en découdre et le peuple que nous constituons n'a rien fait. Quand même, pour bénéficier de ce que nous vivons, je crois que c'est au-delà. Et je pense que même si on ne peut plus tout arranger, on peut quand même essayer de le faire. Ils ont la solution, il ne reste que l'application. Merci beaucoup. 30 secondes. Pour dire, je vais demander au chef de l'État de lire la mamie de Kokambala, de Guy Menga, et de faire lire cela à la première dame. Merci beaucoup. Et d'écouter la première dame. Je vous jure, il va réussir le reste de son mandat. Merci beaucoup. Ce sont rien que des solutions. C'est l'important à retenir quand même de cette émission. On fait comment pour sortir la tête de l'eau? Nos invités ne croient pas, ne pensent pas avoir la science infuse. Ils apportent juste de petites contributions dont l'application peut beaucoup aider, impacter. 100% mais plus le numéro du jour, on va s'en arrêter là. Sur cette citation de l'écrivain essayiste, humoriste américain Mark Twain, il dit: chacun de nous est une lune avec une face cachée que personne ne voit. Autant
se laisser découvrir pour ensuite me percevoir ce que nous aussi nous ne percevons pas, pour ensuite permettre à tous de mieux se porter. Bonne suite de méditation simplement. À très bientôt, toujours avec le même entraînement, la même disponibilité. Au revoir.